Donc bonjour à tous, bienvenue à cette présentation animée par Coldesk intitulée Réinventer le service client grâce aux technologies vocales. Bienvenue dans l'ère des callbots. Et sur les 30 minutes qui viennent, nous allons parler de ce qu'est un callbot. Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec le terme, d'autres n'ont peut-être jamais entendu. Le but, c'est vraiment que ce soit quelque chose d'assez accessible qui parle du monde de l'innovation appliquée à la relation client. Donc moi, je m'appelle Alexandre Courbin, je suis responsable du marketing chez Coldesk. Je m'occupe également des partenariats. Si parmi vous il y a des consultants ou des éditeurs de logiciels, on est toujours intéressé pour avoir ce genre de discussion. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? C'est une présentation qui est coupée en 5 parties. On va d'abord expliquer un callbot, qu'est-ce que c'est, parce que depuis ce matin sur le stand, c'est la question certainement qu'on nous pose le plus. On va voir également, ça sert à automatiser les appels, mais pourquoi automatiser les appels, comment ça s'applique d'un point de vue métier, à quoi ça ressemble en production, et enfin, comment est-ce que ça peut se déployer au sein d'une entreprise. Je vais essayer d'aller assez vite pour laisser un petit peu de temps pour les questions à la fin. Donc normalement, 16h15 maximum, je vous libère. Alors déjà, commençons par la base. Un callbot, qu'est-ce que c'est? Un callbot, c'est quelque chose qui a été créé en partant d'un constat simple. Je vais vous poser juste une question rapide. Est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise expérience en appelant un service client? Moi, oui. Ouais, je vois des mains qui se lèvent typiquement. En général, on est autour de 95 à 100% de réponses négatives. Parce qu'effectivement, quand on appelle un service client, ça peut être assez fréquent d'avoir des expériences qui sont pas forcément toujours mauvaises, mais qui sont quand même égrenées de frustration, parce qu'on a du temps d'attente, parce qu'on tombe sur des SVI, les systèmes où il faut taper 1, taper 2, taper 3, parce que le service est fermé ou qu'il n'est pas disponible quand vous venez de sortir du boulot, vous n'arrivez pas à joindre un agent. Dans tous ces cas, ça peut être des situations qui sont assez frustrantes. Et quand on a regardé à la fondation de l'entreprise il y a 4 ans l'état du marché du service client, on a trouvé plusieurs statistiques intéressantes. La première statistique, c'est qu'il y a quand même à peu près 80% des DRC, donc des directeurs de la relation client, qui vont estimer ne pas avoir assez de ressources, pas assez d'humains, pas assez de moyens financiers pour apporter une expérience optimale à leurs appelants. Et c'est assez traditionnel parce que souvent, le service client, on considère que c'est un centre de coût. On y met des ressources pour gérer les insatisfactions, ce n'est pas un centre de profit. La deuxième statistique, c'est qu'on a eu beaucoup d'espoir fondé sur le digital parce que c'est plus facile de gérer un email qu'un appel téléphonique. Un email, vous pouvez le gérer à peu près quand vous voulez. Et pourtant, malgré ça, le téléphone, ça reste le canal de communication favori des Français et de très loin, vu que ça concerne à peu près 2/3 des interactions entre les clients et les entreprises. Le troisième point, enfin, c'est qu'il y a plusieurs analystes d'industrie, donc là en l'occurrence c'est un rapport de Forrester, qui estime qu'avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, on peut appliquer ça dans le monde du service client et que d'ici environ 3-4 ans, on peut estimer qu'il y aura déjà à peu près 40% des interactions qui seront entièrement automatisées. Ça, c'est le constat de départ. Et donc, quand on parle de callbot dans la relation client, un callbot, je vous fais la définition théorique, n'oubliez pas de noter pour les lycéens. Un callbot, c'est un agent virtuel qui va être capable de comprendre le problème d'un appelant et d'y apporter une réponse en toute autonomie par téléphone. Donc vraiment un robot auquel vous allez pouvoir parler, qui va comprendre pourquoi vous appelez et qui va, via une discussion avec vous, une discussion comme on aurait entre nous, via un dialogue, être capable de résoudre votre problème. Ça, c'est la définition théorique. Je vous laisse prendre les photos pour ceux qui le souhaitent. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Je vous propose, pour que vous puissiez plus facilement vous projeter, de vous faire écouter une démo. Alors que je vais faire sur le haut-parleur de mon téléphone. Donc, comme on n'est pas très nombreux, normalement, vous devriez bien entendre. La démo, on va appeler, je suis un client lambda, je m'appelle Julien Lesage, c'est le nom qu'on aime bien utiliser pour les démos, et j'appelle mon assureur, qui en l'occurrence, je crois qu'on a dit, on a pris la Massif, pour une demande d'attestation. J'ai ma fille qui est au collège, j'ai envie de récupérer une attestation, et voilà, j'appelle, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie d'avoir une réponse tout de suite. Je suis en robot. Quelles sont les options? Mon véhicule est en panne. En quoi puis-je vous aider? Je voudrais avoir l'attestation scolaire de ma fille. J'ai compris que vous appeliez pour une demande d'attestation scolaire. Est-ce correct? Oui. Très bien. Pouvez-vous me donner votre numéro de sociétaire, s'il vous plaît? Non, je l'ai pas.
Pouvez-vous épeler, lettre par lettre, votre nom de famille? Lesage. Très bien. J'ai noté que votre nom de famille est Le Sage. Est-ce que vous confirmez? C'est bien ça. Beaucoup de demandes de confirmation. Entendu. Pouvez-vous On me donner vérifie quand votre même. prénom? Julien. Entendu. Me confirmez-vous que votre prénom est Julien? Oui, oui. Très bien. Il ne vous reste plus qu'à répondre à votre question de sécurité pour compléter votre identification. Quel est le nom de jeune fille de votre mère? Delaunay. Merci beaucoup. Je vous ai identifié. Le client Me est identifié. confirmez-vous que votre numéro de téléphone est le +33 630 73 79 59? Oui, c'est bien ça. Là, le robot a identifié mon numéro qui est en train d'appeler. 27 rue des Petites Écuries, 75 010 Paris. Non, j'ai déménagé. D'accord. Je vous propose de mettre tout de suite cet élément de votre dossier à jour. Pouvez-vous me donner votre adresse complète? 15 rue de Milan, dans le 9e arrondissement à Paris. Très bien. J'ai compris que votre adresse est 15 rue de Milan, 75 009 Paris. Est-ce correct? Oui, c'est bon. Ça y est, on a toutes les infos sur le J'ai client. votre adresse à jour. Je vois que vous avez 2 contrats d'assurance scolaire chez la Massif. Pour lequel de vos enfants faites-vous votre demande d'attestation? C'est pour Clémentine. Très bien. Voulez-vous que je vous envoie l'attestation scolaire de Clémentine par email ou par courrier postal? Par email, s'il vous plaît. C'est noté. Votre adresse email est-elle toujours julien.lesage@gmail.com? Exactement. Merci beaucoup. L'attestation d'assurance scolaire de Clémentine vient d'être envoyée sur votre adresse mail. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, c'est bon. D'accord. Merci d'avoir appelé la Massif. Avant de vous laisser, sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le plus simple, à quel point a-t-il été facile de résoudre votre problème? 4. Désolé, sur une échelle. Vous n'avez pas compris mon dernier commentaire, alors que j'avais raccroché. Bon, j'ai volontairement fait un appel qui était assez long, parce qu'aujourd'hui, en production, en moyenne, on traite des appels qui font, là l'appel faisait 3 minutes 20, on fait des appels qui font autour de 2 minutes 30, 3 minutes. Et alors, j'imagine qu'à l'écoute, ça peut être un peu surprenant. On peut faire des démos qui sont vraiment extrêmement fluides, comme ce serait avec un humain, sur lesquels on ne demande pas de confirmer ni le nom ni le prénom, mais souvent c'est une demande qui va venir de nos clients parce que, mine de rien, et on va le voir juste après, les technologies vocales, elles ont aussi leurs limites, et donc quand on accueille la personne immédiatement, qu'on lui évite un temps d'attente, on souhaite quand même être sûr qu'on ne va pas enregistrer des bêtises, notamment quand on enregistre son adresse. Et donc, on lui demande de confirmer que, par exemple, là j'ai dit je suis dans le 9e arrondissement, le robot reformule et dit ok, vous êtes dans le 75 009, c'est ça, ok, ça marche, c'est bon, c'est validé. Donc voilà à quoi ressemble une interaction concrète et totale. Vous avez un bot qui est vraiment disponible quand vous appelez l'entreprise, qui décroche l'appel, qui va être capable d'identifier votre problème, d'y répondre, de vous orienter dans la bonne direction ou directement de vous prendre en charge pour traiter votre problématique. Bon, bah ça, cette technologie, donc ce qu'on appelle les callbots, ça existe depuis 2016. C'est nous qui étions les premiers à faire ça en Europe avec Coldesk. À l'époque, c'était 2 personnes, dont notre CEO qui était à Polytechnique et à Stanford auparavant, qui a bossé sur la base de la technologie. Aujourd'hui, on est devenu une entreprise plus conséquente avec plus de 4 millions d'euros levés, une vingtaine de clients qui sont essentiellement des grands comptes. Donc ça, j'insiste dessus, on va traiter des millions d'appels par an pour surtout les grandes entreprises qui reçoivent des volumes d'appels très importants. Maintenant que la technologie se démocratise, néanmoins, on va être capable aussi d'intervenir sur des cas d'usage un peu plus simples et sur lesquels, à partir de, mettons, 100 000 appels par an, on peut trouver une légitimité à mettre en place un callbot. Et on est une équipe d'une grosse vingtaine de personnes actuellement, et donc on vient juste de déménager rue de Milan dans le 9e arrondissement, donc c'était une vraie mise à jour de dossier. Et donc aujourd'hui, nos clients ils vont être essentiellement dans 3 types de verticales, la banque et l'assurance, avec des acteurs comme CNP, comme Swiss Life, comme Covea. Dans le secteur de l'énergie et des fournisseurs de services aussi, notamment avec Enedis. Et enfin, dans tout ce qui va concerner le transport et la logistique, avec par exemple SNCF ou La Poste aussi, qui est un client historique, où vous pouvez par exemple tomber sur nous quand vous faites du suivi de colis en vocal et pas par Internet par exemple.
Et donc aujourd'hui, on travaille beaucoup, de plus en plus depuis cette année, notamment avec des partenaires, donc des acteurs majeurs dans le monde de la relation client, qui vont être des solutions pour centres de contact, comme Nice in Contact, comme également des intégrateurs qui vont pouvoir être Route 101 qui est au Royaume-Uni, Softel qui est aux États-Unis ou NXO pour ceux qui connaissent les Français, et d'autres types d'acteurs comme des outsourceurs type Tessie ou des fournisseurs de solutions technologiques comme Amazon Web Services ou Microsoft. Bref, voilà pour le tableau de présentation de Coldesk. Aujourd'hui, en fait, ce qui nous intéresse, c'est parler d'automatisation d'appels. Et comme je vous ai dit, on travaille essentiellement avec des grands comptes, et il y a une logique derrière ça, c'est que les entreprises qui veulent automatiser des appels, c'est pas uniquement par plaisir, parce que interagir avec un bot, bon, vous l'avez entendu, ça peut permettre de mener des conversations complètes, mais l'idéal, ce serait de pouvoir toujours avoir des conversations avec des humains. Le problème dans les centres d'appels, c'est qu'on s'est rendu compte que tous les appels n'ont pas forcément la même valeur pour l'entreprise, et qu'on a plutôt 4 grandes familles d'appels. On va avoir des appels qui sont vraiment des appels purement polluants, disons, qui ont peu de valeur et pour l'entreprise et pour ses appelants. Et ça, c'est des appels qui ont vocation à être éliminés. Par exemple, si je ne comprends pas ma facture, je n'ai pas forcément besoin d'appeler pour la comprendre. Mieux vaudrait que la facture soit un peu mieux faite ou qu'il n'y ait pas d'erreur de prélèvement pour que ces appels disparaissent par eux-mêmes. Donc ces appels, ils représentent quand même à peu près 30% du flux total. On va avoir des appels qui sont assez faibles, mais qui sont dirigés dans la mauvaise direction. Là, le but, c'est peut-être de simplifier les parcours pour faire en sorte que le client puisse à chaque fois être pris en charge au bon endroit, au bon moment. Mais ce qui va surtout nous intéresser, nous, c'est les appels à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire tout ce qui va être le cœur du métier du conseiller, des demandes d'informations sur les tarifs, des demandes de résiliation. Là, en l'occurrence, on ne parle que d'appels, mais il faut penser aussi à toutes les entreprises qui ont souvent un gros service client avec des conseillers qui ne vont pas faire uniquement du traitement d'appels, mais qui doivent et gérer les appels et traiter les dossiers pendant la journée. Bon, l'objectif pour eux, c'est plus de consacrer du temps au traitement des dossiers plutôt que de donner des informations sur comment est-ce qu'ils avancent par téléphone. Le but, c'est vraiment de libérer leur temps pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Et comment on fait pour libérer leur temps ? En fait, nous, on va s'appuyer au maximum sur l'automatisation des appels qui ont peu de valeur ajoutée pour l'entreprise, mais qui sont quand même importants pour l'appelant. C'est-à-dire que vous avez envie de rester disponible sur le canal téléphonique. L'exemple typique, c'est si votre entreprise, par exemple, a développé une application qui peut être utilisée par ses assurés ou ses sociétaires, mais qu'ils ont besoin de s'en servir en moyenne une fois tous les ans ou tous les ans et demi, il y a fort à parier qu'ils vont oublier qu'ils ont l'application sur leur téléphone ou qu'ils vont avoir perdu leur mot de passe, et que dans ce cas-là, le premier réflexe, c'est juste d'appeler. Et donc nous, quand on développe des callbots avec nos clients, l'objectif en général dont on se rend compte, c'est qu'il y a des appels massifs, des appels répétitifs, qui ont vocation à être automatisés pour libérer des ressources pour les tâches à plus forte valeur ajoutée. Et donc, à l'heure actuelle, quand on met en place de l'automatisation d'appels, il va y avoir plusieurs types de bénéfices pour l'entreprise et pour ses collaborateurs. Ces bénéfices, en vrac, ça va être déjà d'être capable de répondre à tous les appels. C'est bête à dire, mais il y a certaines entreprises aujourd'hui, dès qu'elles sont submergées d'appels, elles vont laisser tomber un appel sur 10, 2 appels sur 10, 5 appels sur 10 parfois. Et ça, c'est hyper frustrant d'appeler un service client et de finir par raccrocher après 5 minutes d'attente parce qu'on n'a pas eu de réponse. Donc on peut répondre à tous les appels, on peut augmenter la satisfaction des clients, parce que, alors ça c'est souvent peu à peu après la mise en place d'un bot, mais on se rend compte que quand on répond immédiatement 24 heures sur 24, et que là par exemple j'ai pu traiter ma demande et j'ai reçu directement par email le certificat de scolarité pour ma fille, les clients quand même ils sont contents, ça a été vite, ça a été efficace, ça a répondu à un besoin d'autonomie. En troisième point, on a déjà parlé, c'est de libérer le temps des agents. On offre une expérience d'appel qui est plus fluide. Tout l'échange s'est fait en langage naturel. Il n'y a pas eu de taper 1, taper 2, taper 3. Donc on a quand même vocation à fluidifier des arbres de décision qui peuvent parfois être très complexes. On va pouvoir lisser la charge de travail des équipes. Ça va être très important, notamment dans les business qui vont avoir des variations dans les demandes, soit en fonction de l'heure de la journée, soit en fonction de la période de l'année. Par exemple, quand on travaille avec certains assureurs, ils ont le nombre d'appels entrants qui fait x10 juste après une grosse tempête. Et donc, le fait d'avoir un bot qui est là pour dire aux appelants que leur demande a été prise en compte, même si personne ne leur a répondu, c'est rassurant. Ça évite que les clients rappellent encore et encore et encore. Pour les agents, c'est un petit peu de pression en moins. Et ça leur permet d'étaler sur plusieurs jours le traitement des prédéclarations de sinistres et des appels entrants. Et enfin, ça permet de bâtir un service client qui est plus agile parce que justement, comme on libère des ressources supplémentaires, on est libre de les réallouer à des appels à forte valeur ajoutée ou à des tâches qui ne sont pas du tout des appels. Et donc ça permet d'être un peu plus réactif dans la manière dont on s'organise par rapport à ses clients. Et donc pour conclure, ce qu'on a constaté jusqu'ici sur l'évolution du monde du service client, c'est que
les centres de contact, aujourd'hui, ils évoluent vers ce qu'on appelle le centre de contact cognitif, c'est-à-dire un monde où le centre d'appel est devenu un centre de contact, donc capable de gérer autre chose que des appels, mais en plus de ça, où l'intelligence artificielle, elle est appelée à jouer de plus en plus des rôles à tous les niveaux de la chaîne de valeur, pour être capable d'apporter, de s'occuper par exemple de la première minute d'un appel, ou bien de traiter certains appels de bout en bout, ou bien d'assister le conseiller dans la manière dont il répond aux clients, ou de faciliter certaines tâches. Au final, en tout, on estime qu'il y a quand même à peu près 50% des tâches dans les centres de relations clients qui peuvent être entièrement automatisées. Et donc, en général, l'évolution qui se passe, c'est que c'est lors de la transition d'un centre de contact physique installé sur site à un centre de contact dans le cloud, une chose qui s'est accélérée à cause du Covid parce que les centres de contact dans le cloud, on peut se connecter depuis n'importe où et vos agents, ils peuvent autant travailler depuis vos locaux que depuis chez eux, ce qui est quand même pratique en cas de reconfinement. On croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Donc en général, c'est quand il y a un gros projet de transformation du centre de contact et notamment de passage dans le cloud que les décideurs vont chercher des solutions qui sont compatibles avec des solutions d'IA telles que la nôtre qui permet d'automatiser les appels, mais telles que plein d'autres solutions en fait, qui permettent de mettre de l'IA un peu partout, là où on a envie dans son processus client. Donc objectif, c'est de se dire, la technologie évolue, certes, ça va vite, on prend les choses au fur et à mesure quand le besoin se fait sentir dans notre centre de contact, mais on essaie de construire un centre où la place de l'humain est réservée aux tâches les plus intéressantes et avec le plus de valeur ajoutée. En production, du coup, ça donne quoi ? Alors, sur les clients avec lesquels on travaille aujourd'hui, ils vont regarder différents types de KPI, d'indicateurs clés. Alors, je vous enverrai pour tous les participants les slides a posteriori, ce qui vous permettra de les parcourir un peu plus en détail. Mais par exemple, on travaille avec CNP Assurance depuis maintenant 2 ans et demi. Et eux, le cas, c'est qu'ils avaient un service, une cellule qui était dédiée aux accidents, enfin à la garantie des accidents de la vie. Donc les accidents de la vie, c'est vraiment les accidents graves qui impliquent un décès, une invalidité. Et ils recevaient quand même quasiment 90% d'appels polluants de personnes en fait qui avaient eu un accident, mais une entorse, un truc comme ça, et qui appelaient au cas où ils puissent avoir droit à une indemnisation. Bon, bah, dans ces cas-là, la mise en place du callbot, ça a permis d'accueillir les appels, de diriger les personnes vers un autre service si elles étaient effectivement couvertes, si elles ne l'étaient pas, de leur expliquer pourquoi elles ne l'étaient pas, et si elles étaient éligibles, de commencer à pré-traiter leur dossier avec des demandes d'informations simples, dire quel est votre nom, quel est votre numéro de contrat, de quel sinistre on parle ou de quel contrat on parle, ok, je vous ai bien identifié, je vous renvoie vers un conseiller où tous nos conseillers sont actuellement, enfin le centre est actuellement fermé, mais la demande est enregistrée et on vous appelle demain. Et donc grâce à ça, en fait, au sein du service de CNP, le callbot aujourd'hui qui s'appelle Julie est vraiment vécu comme un collègue virtuel parce que dès le début, les agents ont aussi été associés au design, on va dire, du callbot pour être capable d'expliquer ce qu'ils en attendaient, ce qu'ils devaient dire aux appelants. Et donc aujourd'hui, bah, ça fait qu'au quotidien, ils peuvent travailler vraiment à traiter les dossiers de garantie des accidents de la vie et pas s'interrompre toutes les 5 minutes pour répondre à un appel pour dire oui, désolé, le dossier n'a pas encore avancé. Donc là-dessus, ça a été un beau succès. On a eu également des succès plus tactiques, notamment au début du confinement. Ça s'est passé avec notre client Enedis. Alors on les connaissait déjà, on travaillait déjà ensemble, mais du jour au lendemain, quand le confinement a été décrété et qu'ils ont dû fermer leur centre de contact, ils se sont retrouvés avec un service client qui était totalement incapable de fonctionner. Et donc on a été capable de mettre en place ce qu'on appelle un bot de débordement qui est capable d'identifier quand il n'y a personne pour répondre au bout du fil, d'enregistrer la demande d'une personne. Par exemple, la personne, on reçoit l'appel, on lui dit « Ok, pourquoi est-ce que vous appelez ?» Eh bien, il y a un arbre qui est tombé sur les lignes électriques dans mon jardin. D'accord, c'est enregistré. On demande à la personne son adresse. En fonction de cette adresse, on identifie quel est le centre compétent. Est-ce que c'est plutôt en Aquitaine, en Charente ou autre? Et on envoie l'information aux agents de ce centre-là qui étaient chez eux et qui du coup pouvaient ensuite rappeler la personne pour traiter sa demande. Donc, vous aurez le détail à l'écrit, je ne m'attarde pas trop là-dessus pour effectivement avoir un peu de temps pour les questions. La dernière partie que je voulais aborder, c'est souvent la deuxième question qu'on nous pose pour les entreprises, en tout cas qui se rendent compte qu'un projet callbot pourrait être pertinent. La manière dont on met en place un callbot, alors il y a beaucoup d'entreprises qui existent aujourd'hui sur le marché. Nous, au fil du temps, comme on a déployé quand même déjà plusieurs dizaines de projets du stade de l'expérimentation jusqu'à la production, on a bâti une méthode qui s'appuie sur 2 points clés. Le premier point clé, c'est vraiment le diagnostic. C'est-à-dire que souvent, on a des clients qui venaient nous voir, qui étaient très au clair sur ce qu'ils voulaient automatiser. Et nous, on était une jeune start-up, donc on se disait, bon, bah, très bien, des clients, c'est parfait.
Et une fois lancé dans le projet, on se rendait compte que c'était souvent plus compliqué que prévu. Donc aujourd'hui, on a vraiment d'abord un rôle très proche de l'expertise conseil. On va vraiment prendre la température de ce qui existe dans l'entreprise et réaliser un diagnostic des flux d'appels. Donc ça peut consister à venir dans le centre de contact, discuter avec les agents, le responsable du call center, le directeur de la relation client, pour identifier en fait quels sont les motifs d'appel, qu'est-ce que ça concerne, quels sont les volumes, et déjà conseiller nos potentiels futurs clients ou pas sur les cas d'usage qui, à notre sens, peuvent être automatisés, pour lesquels on estime que ce sera rentable, pour lesquels on estime qu'il y aura forcément des complexités parce qu'on s'en est rendu compte, enfin des complications même au niveau du projet parce qu'on s'en est rendu compte par le passé. Et donc en posant les bonnes questions, ça permet d'identifier souvent le ou les 2-3 premiers cas d'usage sur lesquels on pourrait mener une expérimentation couronnée de succès avec l'intelligence artificielle. Donc première partie, c'est vraiment de se dire on a une démarche quand même d'expertise et de conseil qui fait qu'on est sur un bout très précis de la relation client, mais sur lequel en 4 ans on a pu développer beaucoup d'expertise. On essaie vraiment d'accompagner nos clients à découvrir leurs enjeux. Le deuxième point, c'est que souvent quand on dit projet callbot basé sur l'intelligence artificielle conversationnelle, ça peut faire peur. Pour dissiper cette peur, on a beaucoup travaillé sur le fait de faciliter le déploiement d'un callbot. Et par quoi ça passe? Ça passe par une interface qui s'appelle le Studio Calldesk et qui fait qu'il y a 2-3 ans, déployer un callbot, ça pouvait prendre 3-4 mois. Aujourd'hui, en général, ça prend entre 1 et 4 semaines maximum s'il y a beaucoup d'intégration technique à réaliser. La clé derrière ça, c'est justement le Studio, qui est une interface facile à utiliser et qui permet à des utilisateurs non tech, donc vraiment comme moi, typiquement, ou même chez notre client, soit de construire un callbot, ça c'est en général pour ceux qui ont quand même un petit côté geek et qui aiment le faire eux-mêmes, soit on construit le bot pour eux grâce à cette interface, et ensuite vous pouvez au quotidien gérer votre agent vocal en production grâce à cette interface. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec, vous pouvez analyser les appels pour lire les transcriptions, pour écouter le contenu, pour avoir des statistiques sur le nombre de succès, le nombre de clients qui ont raccroché avant même de parler au bot ou qui n'ont pas été au bout du scénario. Vous avez également donc toute une interface qui permet de construire des bots juste en faisant glisser des blocs, qui permet de tester de nouveaux scénarios, de changer les formulations, de changer l'ordre des questions et de voir à chaque fois s'il y a un impact à la fin sur l'effort client. C'est la partie que j'ai coupée, mais on demande à la fin au client est-ce que vous estimez que ça a été simple d'obtenir votre réponse? Et comme ça, si on teste 2 formulations différentes ou 2 ordres différents dans les questions, on est capable de voir lequel convient mieux et data en main de dire à nos clients voilà ce qui se passe actuellement. Le troisième point, c'est qu'on a aussi des statistiques détaillées en temps réel sur les performances du bot. Ça concerne le nombre d'appels traités, la satisfaction client ou plutôt l'effort client en général qui va être ce qu'on mesure. Le taux de compréhension, c'est-à-dire est-ce que le bot a dit, comme à la fin de l'appel de démo tout à l'heure, je n'ai pas compris, ou est-ce que tout s'est bien passé de bout en bout, le nombre de renvois vers des agents. En général, on construit vraiment un tableau de suivi sur mesure pour chacun de nos clients en fonction de leur KPI métier. Et le dernier point, enfin, c'est que souvent, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'intelligence artificielle, on parle de l'entraînement. Comment est-ce qu'on supervise l'entraînement de la machine? Là, en l'occurrence, quand le bot ne comprend pas, il est capable de dire voilà tel texte qui correspond à tel audio que moi, je n'ai pas été capable d'identifier. Et donc, quand vous êtes le chef de projet, soit côté client, soit sinon un membre de notre équipe, ça dépend de nouveau de notre arrangement avec chaque client, vous pouvez entraîner le bot manuellement et lui dire écoute, ça correspond à telle intention, ou détecter qu'il y a beaucoup de demandes qui correspondent à un cas que vous n'aviez pas identifié en amont, et en fait adapter votre callbot pour que son taux de performance progresse au fil du temps. Et donc l'objectif, ça va avec l'ambition de faire du déploiement rapide, c'est vraiment d'être capable très rapidement de livrer un bot pour une expérimentation sur un périmètre réduit, et peu à peu d'enrichir ça avec de nouveaux cas d'usage, de nouvelles formulations pour augmenter la satisfaction client et faire en sorte que le bot devienne un vrai collègue virtuel des agents dans le centre d'appel. Du coup, en conclusion, j'espère avoir été assez rapide. Il nous reste 5 bonnes minutes pour les questions, et puis sinon on est aussi sur le stand 27. En conclusion, en tout cas, l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très bien connu. Pour nous, je pense que le plus important à souligner, c'est que les callbots ne sont pas là pour remplacer les agents, mais plutôt pour demain travailler, on va dire, main dans la main avec eux, faire en sorte que les tâches à faible valeur ajoutée puissent être gérées par la machine et que l'agent, de plus en plus, il monte en compétence sur ses connaissances, sur ses qualités émotionnelles, pour traiter les appels les plus complexes, les appels à forte valeur ajoutée, les demandes qui ont vraiment besoin qu'on leur consacre un peu plus de temps et qu'on y réponde un peu plus vite. N'hésitez pas si vous avez des questions, et puis sinon je vous attends sur le stand 27, puis sur LinkedIn, Twitter et calldesk.fr. Merci beaucoup. Oui.
bien sûr, le temps qu'elle retrouve, pas de problème. Là, on a vu que c'est l'utilisateur qui appelle. Est-ce qu'il y a autre chose dans le sens où on pourrait penser que le callbot, parce qu'on a vu, appelle lui-même. En fait, Alors, l'idée, c'est par exemple, là, je travaille sur une solution d'assistance pour les voyageurs qui arrivent qui ont un bagage en retard. L'idée, c'est est-ce qu'il y a possibilité que, ayant reçu le numéro du passager, du voyageur, on déclenche un appel pour lui demander s'il a besoin de quelque chose. Ça évite d'avoir le flux inverse. Alors c'est faisable, c'est des choses qu'on n'a pas expérimentées pour l'instant parce que la plupart des demandes qu'on recevait, c'était vraiment pour faire de la prospection commerciale avec des robots. Et si vous êtes comme moi, déjà quand vous recevez un appel d'un numéro inconnu et que c'est un humain au bout, vous avez tendance à l'envoyer balader. Et donc avec des robots, on avait les brèves expérimentations qu'on a faites ont montré qu'il y avait vraiment zéro appétence et que les personnes raccrochaient directement. En revanche, pour le cas que vous mentionnez, si c'est dans le cadre d'une expérience plus globale et notamment la personne a un problème et on déclenche l'appel d'un robot pour lui dire bon bah écoutez, le problème est identifié, il est pris en compte, on va vous accompagner. Ça, c'est des choses effectivement qui sont faisables et qui à mon avis peuvent être beaucoup mieux accueillies du point de vue du client. Ouais. Parce qu'en fait, notre problème, c'est la personne arrive à un besoin, à l'incident, n'a pas de bagage, qui doit arriver. Et il va appeler le service qu'on met en place, c'est une assistance, il appelle l'assistance. Le problème, c'est que ça coûte pratiquement 50 € à chaque intervention. Pourtant, il va appeler peut-être pour avoir des t-shirts, des choses qui ont un peu de valeur ajoutée. Or, ce qu'on pensait, c'est de pouvoir, une fois qu'on l'a identifié, il a un problème, on a son contact, de l'appeler pour lui dire est-ce que vous avez vraiment besoin de quelque chose. Ouais, ce qui peut être bien aussi en fait. Cas, il dira non, ça va, je me débrouille, je rentre chez moi, j'ai pas besoin, je peux attendre le temps. Oui, c'est ça, c'est des choses qui sont faisables et qui permettent d'être proactifs, mais il ne faut pas que ça fasse double emploi avec le fait qu'il y a des gens qui en parallèle vont appeler l'assistance avant même de recevoir l'appel du bot. Donc c'est vrai que ça dépend du périmètre exact, mais c'est des choses qui sont envisageables aussi en sortant. Tout à fait. Oui. C'est une bonne question. Alors pour l'instant, comme on existe depuis 4 ans et qu'on est donc une grosse vingtaine de personnes, on est basé à Paris, on est essentiellement sur les périmètres français. On a un premier client en Angleterre depuis déjà l'an dernier, donc on a commencé à s'étendre un peu en Europe, mais c'est pas là-dessus qu'on a mis nos efforts commerciaux. Et comme on a de plus en plus de partenaires avec lesquels on travaille, qui eux pour le coup sont dans le monde entier, l'objectif c'est quand même de développer la technologie dans d'autres pays européens et potentiellement en Amérique du Nord, où ils vont être quand même assez matures sur ces sujets-là. Et en fait, nous, ça ne nous pose pas de problème parce qu'on a une techno qui marche en 30 langues. Donc, si elle marche en français, qu'elle marche en anglais et qu'elle marche dans à peu près toutes les langues latines, elle permet de servir soit des clients qui ne sont pas en France, soit des entreprises aussi qui ont plusieurs filiales dans plusieurs pays. Donc, l'objectif, c'est de se développer quand même plus sur le périmètre à minima européen pour l'année prochaine. Avec plaisir. Oui. Oui. Mmh. Ouais. C'est ça. En général, effectivement, on travaille surtout avec des clients qui sont dans le cloud. Il me semble pas qu'on ait déjà, enfin, je veux pas dire de bêtises à ce niveau-là, étant non-tech, mais il me semble pas qu'on ait déjà fait des intégrations avec des clients pour lesquels c'est on-premise sur le système. Après, il y a une grosse modulo quand même, un point assez important, c'est que ça va vraiment dépendre du cas d'usage. Sur certains clients, on va pas avoir besoin de se connecter justement à l'outil de GRC parce que le bot va simplement faire, mettons, du routage. Et donc, si vous recevez l'appel, que vous identifiez ce que dit la personne et qu'en fonction, vous dites « Ok, ça correspond à tel cas d'usage et je renvoie vers tel numéro », à aucun moment, on va solliciter le CRM. Et donc, on ne va pas avoir besoin de réaliser d'intégration. Un autre cas qui pourrait se présenter, ce serait le cas sur lequel l'intervention du bot va consister uniquement à faire, par exemple, de la transcription ou bien des cas sur lesquels on n'aurait pas besoin de directement aller chercher des informations dans le système d'information. Donc chez nos clients, la plupart du temps, quand ils lancent une première expérimentation, c'est sur des cas sans intégration, justement, déjà pour tester l'appétence des appelants, voir si ça leur plaît. Et ensuite, une fois que cette partie a été réalisée,
ils vont pouvoir commencer à explorer des cas d'usage un peu plus complexes pour faire, mettons par exemple, du suivi de colis quand on parle de la poste, de la mise à jour de dossiers quand on parle d'un éditeur média qui gère des abonnements, des choses comme ça. Ouais. Ouais. Mm. Bah, justement, sur le, sur le mode de fonctionnement qu'on va adopter, ce qu'on essaie au maximum d'éviter, c'est les faux positifs. Et donc, on essaie aussi de créer une technologie qui est capable de dire quand elle ne sait pas. Donc après, pour minimiser ce nombre de cas, on a souvent une première demande qui est renforcée par le fait ensuite que la machine demande une confirmation. J'ai compris que votre nom de famille est tant, ou j'ai compris que votre adresse est ceci ou cela. Donc déjà, rien qu'avec ces deux étapes-là, ça permet d'éviter la grande majorité des faux positifs. Ensuite, de toute manière, on sait aussi que la technologie, elle n'est pas parfaite. Nous, on va même considérer que jamais une start-up ne pourra battre les GAFA, par exemple, au moins en termes de reconnaissance de langage ou de technologie pure et dure. Et donc, ce qu'on a fait chez Coldesk, c'est qu'on va agréger plusieurs briques techno, plusieurs solutions, notamment de ce qu'on appelle le speech-to-text, donc comme si on mettait Siri et Alexa en concurrence en temps réel, pour maximiser le taux de compréhension. Donc, grâce à ça, déjà, on sait qu'on a ce qui se fait de mieux en termes d'état de l'art. Et ensuite, le bot, justement, on a toute une équipe chez nous qui travaille sur ce qu'on appelle la caller experience, donc l'expérience appelant, qui va identifier les cas où on n'est pas sûr de ce qu'a dit la personne, même en répétant, c'est pas sûr. Et donc dans ces cas-là, on préfère faire en sorte que le bot s'efface devant un humain plutôt que le laisser enregistrer tout seul une information erronée. Donc c'est vrai que dans ces cas, enfin, ça dégrade peut-être la performance globale, le taux de self-care global, mais on va considérer qu'il vaut mieux que le robot traite tout seul 80% des appels et qu'il reste un agent humain derrière, plutôt qu'on vous vende du 100% et que dans les faits, ça ne marche pas. Donc on est vraiment sur de l'élimination de la majorité des flux, mais la techno est encore loin d'être assez performante, et ça c'est le cas dans le monde entier, pour tout traiter elle-même sans aucun risque d'erreur. Après, pour le coup, par exemple, quand on travaille avec La Poste, on travaille sur un système interne qui gère des noms d'applications où tous les facteurs, par exemple, peuvent appeler quand ils ont un souci avec l'une des applications du groupe, et je crois qu'il y en a quand même 200 ou 300. Donc tout ça, c'est des noms, à chaque fois des noms propres qui n'existent pas dans les bases de données classiques. On est capable d'entraîner le robot à reconnaître ce type de termes avec des très très bons taux de compréhension. Parce que, enfin, je pense notamment au monde pharmace, ça peut concerner des noms de médicaments, j'imagine, ou des choses comme ça. Ça peut être aussi des choses pertinentes à enregistrer et sur lesquelles, effectivement, ça demande un entraînement spécifique. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, ou pas ? Bon, bah écoutez, je crois que c'est bon. Bon, de toute façon, on est encore là pour quasiment 2 heures au stand numéro 27, donc on sera ravis de vous croiser. Bah, merci à tous pour votre attention et puis passez une bonne journée.